suite. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Et mon invité ce soir, c'est monsieur Roger Haïm, écrivain, auteur, on peut dire, qui va se rapprocher un tout petit peu du micro parce qu'il est un peu loin. Merci Jean-Luc. Bonsoir Roger. Bonsoir Jean-Luc. Voilà, content, il nous vient de Nice. Voilà. Oui, et pas très loin. Oui, il est venu quand même de Nice, c'est bien, c'est Bon, sympa. c'est pas loin Nice. C'est pas loin et tout. Et puis, il va commencer par se présenter déjà. Qui est ce personnage? Qui est cet auteur? Avant d'être auteur, il a eu une première vie. Et oui, j'ai eu une vie d'ingénieur, pas très loin d'ici, à Cannes-la-Boca. Ingénieur dans le domaine du spatial. Un très très beau métier, si j'ai bien compris. On Magnifique. en parlait tout à l'heure en antenne. On aurait peut-être envie d'en parler, mais on va parler. C'est vrai, on va parler de livres. On va parler de livres, exactement. Et donc cette page est tournée. Et maintenant, aujourd'hui, je me consacre à une passion, la littérature, qui m'a toujours accompagné, même lorsque j'étais en activité. Et c'est un domaine qui m'a jamais quitté, en fait. D'accord. Donc vous avez toujours écrit? Toujours. En fait, on peut dire que vous avez toujours eu la tête dans les étoiles. Que ce soit pour le travail ou pour l'écriture. Exactement. Voilà. Un peu de poésie, quand même. Voilà, pour supporter le monde de l'entreprise, c'est ce qu'il fallait. Surtout dans le métier que vous avez, parce que vous l'avez dit en début. Mais ça aurait pu être du sport. Ça aurait pu être une autre activité. Mais ça n'a pas été le sport, ça a été la littérature. D'accord. Voilà. La littérature comme dérivatif, comme passion, comme un tuteur après une journée de travail. C'est retrouver des personnages, retrouver des amis, et c'est des auteurs qui m'ont passionné. Et ça vous a permis aussi de vous évader, comme il disait tout à l'heure, effectivement, parce qu'un métier quand même certainement très prenant et très lourd quand même. Ce qui est difficile, c'est au niveau intellectuel. Le management qui est difficile. Aussi, on en parlait tout à l'heure. C'est pas la passion de la technique, c'est plus. Alors, ce soir, vous êtes venu nous présenter le dernier livre. Mon dernier livre. Alors, on est en fin d'émission, on parlera un petit peu de tout ce que vous avez écrit. J'étais très surpris quand j'étais faire un petit tour sur les réseaux, sur Internet, de la quantité de livres que vous avez écrits. Et on en parlera en fin d'interview, bien sûr. Mais ce soir, vous êtes venu nous présenter ce livre que je montre à l'antenne. Alors, si vous, chers auditeurs, vous êtes en train de nous suivre sur le DAB, le web et les applications smartphone, venez nous rejoindre sur le live Facebook. Comme ça, en même temps, vous verrez le personnage qui est avec nous ce soir. Et ce livre, c'est Julien Gracq, Nora, une passion surréaliste. Parfait. Moi, j'aurais voulu pour commencer, que vous nous présentiez un petit peu qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, les néophytes, qui est ce Julien Gracq? Écoutez, d'abord, je vous remercie. Parce que, à Menton, parler de Julien Gracq, c'est très rare. Parce qu'à Menton, on aurait tendance à parler de Cocteau, mais Julien Gracq, c'est pas sa région. La région de Julien Gracq, c'est la Loire, c'est les Pays de la Loire, c'est la Bretagne, c'est aussi l'Est de la France. Julien Gracq, avant tout, c'est un professeur d'histoire et géographie qui est né à Saint-Florent-le-Vieil, près de Nantes, et qui a fait sa carrière de professeur. Qui était un grand écrivain, donc avec un premier livre qui s'appelait Au château d'Argol, et qui a été tout de suite reconnu par André Breton. André Breton, en lisant Le château d'Argol, a considéré que Gracq faisait partie de la famille des surréalistes. Alors nous, on n'est pas des spécialistes. Mais c'est pas grave. André Breton, c'est qui? Alors, André Breton, c'est le pape du surréalisme. D'accord. Voilà. Donc, André Breton a permis à Julien Gracq, justement, de le consacrer comme auteur. Donc, tout auteur a besoin d'être adoubé par un autre auteur. Donc, pour Gracq, son tuteur, ça a été André Breton et la famille du surréalisme. Lorsque je vais vous raconter une petite anecdote à ce sujet, c'est que lorsque Julien Gracq a été, reconnu par André Breton, ils se sont rencontrés à Nantes. Et lorsqu'ils se sont rencontrés à Nantes, Gracq était vraiment intimidé. C'est un personnage très important et il ne sait pas vraiment comment aborder la discussion. Et il va lui demander s'il avait lu Béatrix de Balzac. Et André Breton va lui dire non, j'ai pas lu Béatrix de Balzac, mais je vous écoute.
et il lui dira, ben écoutez, et puis à ce moment-là, André Breton lui dit, mais c'est drôle parce que quand je suis venu à votre rencontre, je suis tombé en panne de bus, était en panne, et j'étais à Guérande. Et à Guérande, sur la plage, j'ai trouvé une alliance. Et dans cette alliance, il sort cette alliance de sa poche, il y a écrit Béatrix. Et au même moment, Julien Gracq lui dit, mais figurez-vous que le livre Béatrix de Balzac se passe à Guérande. Et vous voyez, il y a tout de suite, il y a eu ce qu'on appelle les fils invisibles de la vie. C'est vrai, Et c'est troublant, parce qu'en plus, c'est une alliance. Donc c'était vraiment un symbole entre deux auteurs. Et évidemment, il aura une passion, il gardera une passion toute sa vie pour André Breton. Alors, évidemment, André Breton, c'était un personnage qui était d'un caractère assez... je dirais... Gracq, c'était quelqu'un qui était très libre dans sa tête. Il voulait de l'indépendance. Il a été communiste. Il a quitté le Parti communiste quand il y a eu le rapprochement entre l'Allemagne et la Russie, le pacte germano-soviétique. Donc ça a été pour lui une coupure dans sa vie pour la politique. Et à partir de ce moment-là, il s'est dit, la politique n'est pas faite pour moi et elle n'apporte rien à l'esprit donc il s'est coupé, je dirais, il ne voulait plus appartenir à un groupe. Et André Breton, c'était vraiment le groupe des surréalistes. Donc il a souhaité que Gracq rentre dans ce groupe, et lui, il dit non mais c'est fini, moi je ne peux plus appartenir. Il venait juste de retrouver sa liberté. Exactement, il avait retrouvé sa liberté, mais par contre il avait une dette vis-à-vis d'André Breton, et il a fait un livre où il lui donne toute sa reconnaissance, et jusqu'à la fin de sa vie, il sera reconnaissant, et il aura toujours une passion, je dirais, une passion intellectuelle, une passion pour le mouvement surréaliste. Alors, justement, comme on parle du surréalisme, on va parler de Nora Mitrani. Justement, le grand amour de Julien Gracq. Alors moi je voulais juste qu'on fasse aussi une petite aparté avant de parler de Nora, bien sûr, c'était aussi un rebelle, puisqu'il y a une petite anecdote que vous nous avez pas donnée, c'est qu'il a refusé un prix Goncourt. Absolument. Alors, on va en parler de ce Julien Gracq. Absolument. Alors, dans la vie de Julien Gracq, on a dit le surréalisme. D'accord. Ensuite, il va écrire à peu près 19 livres, mais il s'intéresse aussi à la poésie, il s'intéresse au théâtre, et il écrit une pièce qui s'appelle Le Roi Pêcheur. Cette pièce, Le Roi Pêcheur, va être mal reçue. Et elle va être vraiment... la critique va être plus que difficile. Je veux dire, c'est un euphémisme. Avec lui, il va être vexé. Et suite à cet échec du Roi Pêcheur, il va écrire un pamphlet qui s'appelle « La littérature à l'estomac ». Et la littérature à l'estomac, c'est un pamphlet qui rejette le monde littéraire de Paris. Et puis, c'est un petit pamphlet que je vous conseille de lire parce qu'il est très actuel. Et déjà, il pense, si vous voulez, il a une vision sur le monde médiatique que l'on vit aujourd'hui. Et il veut faire de la littérature, mais en dehors, si vous voulez, de cette communauté littéraire qui a un pouvoir à Paris très important et qui décerne des prix. Au mois de un an à peu près, une année après, il va écrire Le Rivage des Syrtes. Ce livre va sortir au mois de septembre. Lui revient d'un voyage de Finlande, je crois, et qu'est-ce qu'il découvre dans la presse à Paris? Qu'on parle de lui et qu'on parle du Rivage des Syrtes. Et quand il voit ça, il va tout de suite écrire aux organes de presse en disant « Faites attention, on parle un peu trop de moi, et si jamais vous avez l'intention de me décerner le prix Goncourt, je serai obligé de le refuser. » Vous imaginez un peu. Alors, il était spécial. Oui, il était spécial. C'est pour ça qu'on est. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez tombé amoureux? Alors oui. je termine. Oui. Donc, effectivement, Colette était présidente du jury du prix Goncourt. Et il a le prix Goncourt. Donc, il est professeur d'histoire-géographie.
Il sort de son lycée, il est à Paris, il est midi, et un collègue de classe lui dit ben, c'est toi qui as eu le prix Goncourt. Donc tout Paris le recherche, et lui, il va aller à Odéon, il va manger comme d'habitude, et à 14h, il reprend ses cours. Et ses élèves lui disent mais monsieur, mais vous avez eu le prix Goncourt? Et il dit non, ici je m'appelle Louis Poirier, je suis professeur d'histoire-géographie, et Julien Gracq, on en parlera à la fin de l'année. Voilà le personnage. Et vous imaginez aujourd'hui, ça serait quand même le retentissement que ça aurait été important. Ah oui, mais à l'époque, c'était encore beaucoup plus important. Et on l'a accusé d'avoir fait une contre-publicité. Pourtant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, on lui dit, mais finalement, vous avez refusé le prix Goncourt, mais finalement, ça va vous profiter, parce que vous allez faire parler de lui. Alors là, il a été évidemment... il a fallu qu'il écrive, qu'il explique pourquoi il avait refusé le prix Goncourt. C'était uniquement parce qu'il avait écrit ce petit livre qui s'appelait La littérature à l'estomac. Donc il est resté fidèle à ses valeurs. Alors rapidement, qu'est-ce qui a fait que vous ayez accroché pour cet auteur-là? Eh bien écoutez, c'est une excellente question qu'on me pose tout le temps. D'ailleurs, un éditeur m'a demandé, mais écoutez, Julien Gracq, écrivez plutôt et dites-nous pourquoi vous avez eu cette familiarité et puis cette passion pour Julien Gracq. Alors, Julien Gracq, je lui dois tout, puisque si j'écris aujourd'hui, c'est parce que j'ai sa littérature, la phrase de Julien Gracq, ça a été une vraie passion. Alors, j'ai commencé à lire Le Rivage des Syrtes, donc le livre qui a permis d'avoir le prix Goncourt. Et Le Rivage des Syrtes, je vous dis franchement, quand j'avais terminé la lecture, je ne comprenais pas vraiment ce qui pouvait vraiment m'intéresser dans ce livre. Hein. C'est un livre bon, d'abord c'est un livre passionnant sur la relation entre un pays qui attend une attaque qui ne va pas arriver. Et finalement, les livres de Julien Gracq se terminent toujours à un moment où l'action... Finalement, lorsque l'action arrive, c'est la fin du livre. Et après, chacun imagine sa fin. D'accord. Alors, Julien Gracq, quand je lis Le Rivage des Syrtes, je ne suis pas passionné, mais les phrases de Julien Gracq ne me quittent pas. Et je reviens à ce livre sans cesse par la phrase, par la composition de la phrase. Ce qui fait que vous êtes tombé amoureux de cet auteur. Absolument. Et j'ai commencé, évidemment, j'ai lu tout ce qu'il avait écrit, j'ai lu tout ce qu'on a écrit sur lui, et à partir de ce moment-là, j'ai senti un transfert, si vous voulez, dans l'écrit. En fait, c'est comme si il m'avait donné la possibilité d'écrire. Voilà, le goût de l'écriture. Il vous a libéré. Il m'a libéré, et c'est comme si vous voulez, j'avais en fait comme une autorisation. Et j'ai pu écrire, voilà, avec passion. On va parler du roman. Alors, c'est pas un roman, c'est un essai littéraire. C'est un essai littéraire. C'est la vie. C'est un essai littéraire. C'est une biographie croisée entre Julien Gracq et Nora Mitrani. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est Julien Gracq, c'est quelqu'un d'austère, de très discret. Et lorsqu'il est mort en 2007, tout le monde pensait qu'il était mort déjà depuis très longtemps. Il était ignoré complètement des médias depuis des années. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu, évidemment, dans sa vie, il y a Saint-Florent-le-Vieil, son métier de professeur, pour lui, c'est son seul métier, et la littérature, c'est un 13e mois pour lui. D'accord. Ça ne doit pas être plus qu'un 13e mois. Donc, il adorait sa maman, il adorait sa sœur, mais je voulais savoir s'il avait eu... Quelle était ça? Alors, comme c'était quelqu'un d'extrêmement discret, il n'a pas parlé de sa vie, je dirais... Sa vie privée, elle n'est pas tellement... n'existe pas. Hein. Par contre, par des recoupements, j'ai trouvé qu'effectivement, Nora Mitrani a été son grand amour pendant une dizaine d'années, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Alors, comment elle arrive dans sa vie? Elle arrive dans sa vie par le biais du surréalisme. Elle vient de Bulgarie, elle est en exil, sa famille quitte la Bulgarie, se réfugie dans les années 30 à Paris. En 1942, toute sa famille, c'est la rafle du Val-d'Hiv. Ils vont partir dans les camps. Les seuls survivants, ça va être Nora Mitrani, qui est jeune, qui a une vingtaine d'années, et son petit frère.
Les deux sont sauvés parce qu'ils ont des faux papiers sur eux. Elle va trouver un refuge dans les études, à la Sorbonne, en faisant des études de philosophie. Elle va trouver une famille qui sera le trotskisme, des catholiques de gauche. Elle va toujours être dans des mouvements qui lui permettent de se raccrocher, de retisser un environnement familial. Donc, sa passion, elle va avoir, lorsqu'elle a 24 ans, elle fait une rencontre qui est la rencontre avec Hans Bellmer. Hans Bellmer, c'est un artiste surréaliste berlinois qui a fait des sculptures, beaucoup de dessins, et elle va être sa muse. Mais une muse qui n'est pas une muse passive, c'est une muse, je dirais, active. C'est-à-dire c'est elle qui va inspirer l'artiste. Donc il va y avoir une histoire d'amour très forte entre Hans Bellmer, mais elle garde sa liberté. Lorsqu'Hans Bellmer devient un peu trop attaché à elle, elle va le quitter. Donc c'est une femme, c'est vraiment, quand il y a eu le 8 mars, j'ai été invité à l'Artistique à Nice et j'ai parlé d'une femme libre qui était Nora Mitrani. Donc c'est une sociologue, philosophe qui a mené sa vie, qui avait une liberté d'expression et une indépendance. Et à un moment donné, dans un journal qui s'appelle Medium, qui est un journal surréaliste, elle va rencontrer Julien Gracq. Ils s'observent, Julien Gracq sent en elle l'exil, la difficulté de vivre, et il est timide, et il ne va pas s'adresser à elle du tout. Mais ils se sont vus. Un an après, elle va l'interviewer dans le cadre de ce journal pour lui parler justement de Penthesilée. Donc c'était un livre de Kleist, et elle fait une interview, et à la fin de l'interview, ils sont amoureux et ils restent ensemble. D'accord. Mais Julien Gracq, le titre du livre, c'était Un amour était fait pour durer. Le titre, j'aurais aimé ce titre-là. Pourquoi ? Parce que Julien Gracq a compris il lui fallait sa liberté. Donc, il avait organisé une vie où il l'a laissé libre, c'est-à-dire qu'en fait, il l'a laissé libre. Ils étaient libres tous les deux. Lui, l'écriture ne lui permettait pas de se marier. La littérature dit, je ne peux pas imposer cette vie d'écrivain à une femme. C'est pas possible. Donc, ils se voyaient, ils ont vécu ensemble que pendant les vacances scolaires. Le reste du temps, ils menaient chacun leur existence. Donc elle, en sociologie, un couple moderne. Non mais oui, voilà, puisque les vacances scolaires, lui ne travaillant pas. Voilà, donc là, ils pouvaient. Ils se vouvoyaient, c'était une manière de se respecter, de la respecter. Et effectivement, ça a été une très belle histoire d'amour. Et qui est retracé dans ce livre. C'est vous qui avez retracé cette histoire d'amour dans ce livre. Donc je le remonte à l'antenne, effectivement. Alors j'ai été très surpris par le format. Oui. C'est bien parce qu'avec Roger, on n'a pas besoin de poser les questions. Enfin, toutes les questions que j'avais posées, il a tout déroulé. Ah bah oui. Tu sais que l'espace d'un instant, je me suis retrouvé. J'avais l'impression, tu sais, quand j'étais gamin, je regardais. C'était le père de Cône. Oui. Et on était comme ça. Et pendant des heures, on écoutait. On était captivés là. Exact. J'ai eu l'impression d'avoir la même chose. Vous êtes gentil. On était captivés par Roger, et puis à un moment donné, je me dis bon, je vais voir comment je vais lui poser la question, mais non, parce que j'avais pas le temps. Il déroulait toutes les questions. C'est génial. Et en fait, vous savez, et un petit coucou, vous avez de Yvon Bertolello qui nous suit. C'est vrai. Merci. Je pense que vous avez toutes les capacités de faire un audible. La façon dont vous racontez l'histoire, je pense. Vous pouvez le faire en audible directement. Oui, je pense qu'il peut nous faire carrément un podcast où il y a tout. En tout cas, le livre, on va le remontrer, bien sûr, parce que c'est un format bien particulier qu'on a dans ce livre, qui raconte donc l'histoire d'amour entre Julien Gracq et Nora Mitrani. C'est une histoire vraie, puisque moi je me suis posé la question. Oui, c'est un essai littéraire. C'est un essai littéraire. Histoire vraie. Et donc avec cet éditeur qui vous a proposé ce format particulier. Et c'est son format. C'est un format agenda un petit peu. Absolument. Et l'éditeur, je trouvais que c'était très joli. Et vous savez, quand on écrit, l'objet est très important. Le papier est important, le format du livre est important, et c'est un coup de cœur. Donc, merci aux éditions
infime. Voilà, donc on va citer bien sûr. C'est un vrai format de poche. Alors, il nous a déroulé un petit peu l'histoire du livre, l'histoire de Nora Mitrani et de Julien Gracq, cette histoire d'amour bien particulière, on va dire, mais bon, j'ai bien compris que ce personnage, il était quand même bien particulier, ce Julien Gracq. Oui, c'est pour ça que je suis très attaché. Alors, tout ce que j'ai un petit peu lu pour pouvoir vous interviewer aujourd'hui, j'ai dit, mais il est compliqué. Moi, dans ma tête, je me suis dit, il est compliqué. Pour moi, c'est un poète. Oui. Pour moi, c'est de la poésie pure. Et je vous conseille de lire Au château d'Argol, son premier livre. Et d'ailleurs, lui, quand on lui demandait mais quel livre faut-il lire, il a dit il faut commencer par le début. D'accord. C'est tout. Alors, si on veut acquérir votre livre, on le trouve où? Dans toutes les librairies. Toutes les librairies. Oui, absolument. Voilà, donc on rappelle, donc un livre de, hop là, il m'échappe des mains. Il est petit, je suis pas habitué. Un livre de Roger Haïm qui est avec nous ce soir, donc en direct bien sûr sur Radio Fréquence Méditerranée. Je rappelle le titre, Julien Gracq, Nora, une passion surréaliste, aux éditions Infime. Et puis on va, avant de terminer l'interview, bien sûr. Donc moi, c'est ce livre, vous nous avez pratiquement tout donné du livre. Donc maintenant, il faut l'acheter, le lire pour voir cette belle histoire d'amour. Un petit peu spécial, pour moi en tout cas, je vais dire, c'est heureusement. C'est spécial. Et puis pareil, un petit peu revenir un peu sur vous, sur votre bibliographie, comme on dit, votre œuvre, parce que j'ai été faire un tour. Vous tapez, alors chers auditeurs, vous tapez Roger Haïm sur Internet et vous allez tomber sur tout ce qu'il a écrit, vous allez être très surpris. Il y a une partie qui correspondait à mon univers antérieur, c'est-à-dire que j'étais aussi à l'université de Nice et j'enseignais la gestion de projet. Donc j'ai commencé à écrire pour des livres universitaires, avec des livres universitaires. Et j'ai commencé avec un livre qui m'a passionné, c'était sur la vie de Brunelleschi à Florence, la construction du dôme de Florence. Voilà. Ça a été un livre de transition entre le milieu universitaire et le début de ma passion pour la littérature. Alors pareil, donc là, je les ai sous les yeux. Là, par exemple, vous avez écrit beaucoup, comme vous le disiez, sur l'organisation, sur les sociétés, la gestion de projet, la théorie des organisations, l'essentiel de la gestion de projet. C'est tout des livres, mais vous écrivez tout le temps? Il y a des moments donnés là maintenant, je me consacre à la littérature, donc écoutez, les journées sont longues. Il faut quand même. Quand on a une passion, on vit avec. C'est ça. On vit avec sa passion. Il y a eu d'autres livres sur Julien Gracq. Il y a eu aussi Histoire d'un refus. Alors, Histoire d'un refus, c'est l'histoire du refus du prix Goncourt aux éditions La Cimar. J'ai écrit également une biographie qui s'appelle 3 rue du Grenier à Sel, c'est son adresse à Saint-Florent-le-Vieil. Et puis j'ai écrit Jour d'octobre. Alors Jour d'octobre, il y a la première partie, elle est personnelle, c'est ce qui m'est arrivé dans ma vie, pourquoi je me suis intéressé à Julien Gracq, c'est la première partie. Et la seconde partie, c'est la promenade que faisait Julien Gracq tous les soirs, qui durait à peu près 1 heure, et il y avait 9 points d'arrêt. Donc il s'arrêtait 9 fois dans cette promenade, et à chaque arrêt, je relate un événement de sa vie, c'est-à-dire la guerre, André Breton, Nora Mitrani, quand il a été édité à la Pléiade de son vivant, ce qui est très rare, le refus du prix Goncourt. Donc là, on retrouve la vie de Julien Gracq à travers... Vous avez fait beaucoup de recherches sur lui quand même. Hein. Alors, j'étais à Saint-Florent-le-Vieil, j'ai participé pour savoir qu'il faisait, il avait les 9 points sur la promenade d'1 heure. Non mais attendez, quand on se passionne, vous savez, on lit, on s'intéresse, on se nourrit des gens qui ont la même passion. Ah oui, non mais voilà, il y a un vrai travail de recherche. Oui, en plus d'être passionné par l'écriture, il y a un travail de recherche sur la personne. On a besoin d'alimenter sa passion par des lectures. Et ces lectures vous donnent des petits indices qui vous plaisent. Donc, moi, je vais vous dire sincèrement, je suis épaté. Je ne connaissais pas Roger. On a un ami commun, donc, qui est Yvan Bertorello, qui regarde. Et je suis épaté par la culture qu'il doit avoir, sachant le métier qu'il a fait. Donc déjà, qui demande une intelligence un petit peu hors norme. Non. Si. Et la culture que vous avez, sincèrement, je suis épaté. Merci. Chapeau bas.